C'est toujours un peu délicat, même un peu gênant de s'adresser à une assemblée comme la vôtre par vidéo interposée, mais ne l'interprétez pas comme une espèce de distance, au contraire comme une proximité, mais vous n'êtes pas sans savoir que la France accueille cette année la conférence climat, il y a 196 pays. Il se trouve que je joue un rôle dans la diplomatie française et que plus l'échéance s'approche, plus nous identifions les pays avec lesquels nous ressentons une nécessité absolue de renforcer le dialogue. Donc au moment où vous vous réunissez, Dieu sait que j'aurais aimé être parmi vous parce que ces moments où on se pose, ces moments où on s'élève, ces moments où on confronte, on rassemble nos idées, évidemment, sont essentiels dans un monde qui va toujours trop vite. Donc ces instants de pause et de réflexion me sont à moi aussi essentiels. Malheureusement, voilà, ça a coïncidé à un moment où moi j'avais des engagements à l'autre bout du monde, mais je suis ravi que cette initiative ait lieu. Je pense d'ailleurs qu'elle s'inscrit dans la même préoccupation, la même démarche que d'autres initiatives que les uns et les autres sont en train de prendre. Pour ma part, j'ai décidé avec le groupe Bayard d'organiser aussi un sommet des consciences à Paris, en amont de la conférence climat, pour que cette dimension-là, cette réflexion-là puisse ne pas être dans l'ombre simplement des aspects techniques et d'expertise. Voilà. Donc, en tout cas, heureusement que par la technologie, qui parfois au moins est bénéfique, nous allons pouvoir nous relier dans nos pensées, dans nos réflexions et dans nos idées dans cette perspective-là. En décembre à Paris, on a 196 États qui ont décidé dans les conférences précédentes, puisque celle-ci est la 21e d'un processus qui a été engagé il y a plus de 20 ans à Rio de Janeiro. Ils font partie de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. 196 États qui ont décidé de se réunir pour obtenir un accord global juridiquement contraignant, cet accord devant nous mettre en situation de limiter les changements climatiques en cours de siècle à 2 degrés centigrades. Donc 196 États, pour bien mesurer l'importance et la difficulté de l'exercice, doivent poser chacun des engagements et la somme de ces engagements doit nous mettre sur la trajectoire des 2 degrés. Alors d'abord un mot, pourquoi 2 degrés ? 2 degrés parce que selon tous les modèles scientifiques, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle, plus personne ne conteste, en tout cas pas au niveau des États, au-delà de 2 degrés, nous rentrons dans un phénomène irréversible. Dit autrement, quoi que nous fassions après, nous ne pourrons pas empêcher les températures d'augmenter, aux conséquences tout aussi irréversibles. Et je dirais même que c'est un euphémisme de le dire, aux conséquences et aux préjudices inestimables pour l'ensemble de l'humanité, mais ce scénario noir ne peut pas être envisagé. Mais en tout cas, s'il y avait un échec à Paris, évidemment, ça nous en rapprocherait. Ça, c'est l'objectif de Paris, et on peut comprendre la difficulté de l'exercice, parce que globalement, si l'on veut se mettre sur la trajectoire de 2 degrés, l'humanité devra renoncer volontairement à exploiter aux alentours de 80% des réserves d'énergie fossile qu'elle a facilement accessibles sous les pieds. Et je ne pense pas que nous soyons spontanément enclins à renoncer à exploiter des ressources qui sont considérées comme précieuses jusque-là. Et ça montre bien que, d'ores et déjà, nous nous heurtons presque à nos automatismes, à notre conditionnement, puisque longtemps nous avons été happés par un principe technologique, tout ce qu'on pouvait faire, on le faisait, un principe économique, tout ce qu'on pouvait se payer, on se le faisait. Là, nous allons devoir rentrer dans l'ère du renoncement ou dans l'ère du choix. Un mot pour dire que 2 degrés pour éviter l'irréversibilité ne sera pas et n'est pas d'ores et déjà une situation confortable pour une grande partie de l'humanité. À chaque année qui passe, ce sont entre 20 et 30 millions de personnes condamnées à quitter leur lieu d'origine, leur lieu de vie, à cause des changements climatiques. En 2012, 32 millions de déplacés climatiques, 3 fois plus que pour les conflits. D'ores et déjà, les changements climatiques éprouvent les fondements de nos économies. D'ores et déjà, les changements climatiques occasionnent des centaines de milliers de victimes par an. Nous sommes déjà dans le changement climatique. 2 degrés n'est pas une situation confortable,
Mais c'est le seul objectif qui nous permettra, je l'espère, à l'humanité de reprendre la main sur son destin. Alors chacun peut mesurer, peut-être à l'aune de ses expériences personnelles, la difficulté de mettre 3 ou 4 copropriétaires dans une réunion de copropriété. Chacun peut mesurer la difficulté de mettre 196 États au diapason sur cet enjeu-là. Ce qui fait défaut cruellement dans ce processus de négociation, c'est l'état d'esprit universel. Pour la première fois, l'humanité est confrontée à un enjeu qui vaut pour tous les continents, qui vaut pour toutes les cultures. Chacun s'obstine à appréhender un enjeu universel par le prisme de ses intérêts nationaux. Et c'est probablement la principale difficulté de l'enjeu climatique, c'est que, pour paraphraser une célèbre phrase de Martin Luther King qui disait à propos de la cause des Noirs, « Nous sommes condamnés à vivre ensemble ou à tous mourir comme des idiots », et là on est condamnés à réfléchir ensemble et à tous agir ou à tous souffrir comme des idiots. Et cet état d'esprit universel, cette notion d'universalité, nous fait tant défaut, et c'est un préalable absolu pour la conférence de Paris. Ça remet en cause évidemment profondément des modèles économiques qui ont été dopés par un modèle énergétique qui malheureusement n'est plus la solution, l'a été pour une partie de l'humanité, mais ne l'est plus puisque les énergies fossiles sont la cause exclusive de l'aggravation d'un phénomène naturel qu'on appelle l'effet de serre. Bien comprendre que l'enjeu climatique, la menace climatique est un facteur multi-aggravant qui accroît toutes les difficultés, toutes les menaces auxquelles nous étions déjà confrontés au siècle dernier. Ça accélère l'érosion de la biodiversité. Si on laisse les phénomènes se développer, c'est 50% du vivant qui aura probablement disparu au début du siècle suivant et peut-être même d'ores et déjà à la fin de ce siècle. Ça déploie l'expansion d'un certain nombre d'épisodies ou d'épidémies. Ça accroît la perte de productivité des sols et donc les rendements agricoles. Ça augmente ce qu'on appelle le stress hydrique, c'est-à-dire l'accès à l'eau potable. Ça impacte nos ressources halieutiques. Mais surtout, l'enjeu climatique, c'est l'ultime injustice. C'est vraiment la pierre angulaire de la solidarité et de la justice. Et quand je dis que c'est l'ultime injustice, parce que gardons à l'esprit que les conséquences déjà à l'œuvre des changements climatiques, et pire encore celles de demain, frappent comme d'un fait exprès prioritairement les populations les plus vulnérables. Et ces populations sont victimes d'un mode de développement non seulement dont elles n'ont pas profité, mais qui souvent s'est fait à leur détriment et dont maintenant elles subissent les conséquences sans en plus être honorées de promesses maintes fois réitérées qui ont été faites par les pays responsables historiquement pour les aider à s'adapter ou à se développer. Et dans un monde dont chacun observera que les clivages nous échappent, que les confrontations ne font que s'accentuer, cette ultime injustice peut être l'étincelle de trop qui achève de fragmenter l'humanité. Donc c'est un enjeu qui n'est pas optionnel, c'est un enjeu qui conditionne tous les enjeux de solidarité. Il n'y a pas d'alternative, il n'y a pas d'issue favorable à s'entêter, à perpétuer un modèle économique qui de toute façon touche à sa fin, simplement parce que l'écologie, c'est entre autres la prise en compte de la finitude du monde, et le XXIe siècle a basculé brutalement dans l'ère de la rareté, si tant est que l'abondance n'ait jamais existé. Et la rareté, c'est ce qui précède la pénurie, sauf si on y met en face les instruments qui permettent de piloter et de gérer sa rareté. Mais la seule manière de piloter et de gérer la rareté, c'est de passer d'un modèle économique basé essentiellement sur la compétition, l'exploitation et la concentration, à un modèle économique qui soit basé sur la coopération, la protection et le partage. Voilà l'enjeu de la conférence climat de Paris, un enjeu de solidarité, un enjeu de futur, un enjeu d'avenir,
Mais peut-être dit autrement, c'est un moment de vérité pour l'humanité parce que je dirais que la nature, ou peut-être Dieu, pour ceux qui sont croyants, nous teste sur notre détermination. Allons-nous enfin mériter notre appellation d'Homo sapiens? Sommes-nous vraiment si sapiens que ça? Allons-nous honorer ce qui nous distingue des restes des autres animaux, c'est-à-dire que allons-nous nous relier à la nature, ou en tout cas acter que nous faisons partie de la nature, mais que nous avons un privilège supplémentaire, puisque le monde du vivant est privilégié, puisque dans l'univers, la vie n'est pas la norme, elle est l'exception, et que nous faisons partie de l'exception, mais nous sommes la partie consciente de cette exception. Allons-nous honorer ce double privilège? Dit autrement, allons-nous accomplir notre phase d'humanisation? Et pour terminer, je dirais que si on résume l'enjeu de la conférence climat, je dirais que notre intelligence s'est mise en demeure de prendre en compte et en charge les conséquences de son propre succès. Mais c'est un test que nous n'avons pas la possibilité, auquel nous n'avons pas la possibilité d'échouer. Voilà ce qui se joue, ni plus ni moins, dans les mois à venir.